France Maghreb 2, l'invité de la rédaction. Effectivement, donc notre invité ce soir, en ce vendredi soir, c'est monsieur François Cros. Bonsoir. Bonsoir. François Cros de l'Institut IFOP. Alors, monsieur Voilà. Cros, bonsoir et merci d'intervenir donc sur notre radio France Maghreb 2. Je rappelle aux auditeurs que c'est au moins la 3e intervention de votre institut, parce que vous avez l'amabilité chaque fois qu'on vous appelle, et je précise dans la journée, d'intervenir avec nous dans les 2 heures qui suivent. Et sincèrement, je tiens à vous remercier, vous et bien sûr monsieur Fourquet et l'ensemble de l'IFOP. Alors, on vous appelle en fait parce que nous parlons sur notre radio France Maghreb 2 de ce rapport de l'Institut Montaigne qui est un islam possible en France. Est-ce que nous souhaitons mettre en valeur non pas le rapport lui-même que nous détaillerons tout à l'heure entre nous, mais le fait que ce soit l'IFOP qui fait donc ce sondage. Et j'ai été faire un petit travail de journaliste débutant sur votre site et je trouve que vous avez sur votre site au moins 17 études qui fait référence d'une manière directe ou indirecte à ce qui est musulman de France citoyen. Alors, si on vous appelait, cher monsieur Cros, c'est pour vous dire la chose suivante. L'utilisation des statistiques ethniques est une pratique actuellement interdite en droit en France, au nom du principe constitutionnel qui déclare que les Français sont tous égaux en droit et ne doivent pas être repartis en catégories ethniques. D'autres sondages faits par d'autres instituts donnent en général entre 50 et 65% des Français qui sont pour les statistiques ethniques et les trouvent utiles, notamment pour lutter contre les discriminations, mais ils sont tous contre la méthode qu'on va appeler sur France Maghreb 2 la méthode de monsieur Ménard, qui donc utilise un prénom arabe ou un nom de famille arabe pour faire rentrer donc le cycle de la statistique. À ce titre, je rappellerai à monsieur Ménard que monsieur Zemmour devrait être inclus avec les musulmans, puisque Zemmour est un prénom courant en Algérie. C'est même une des plus grosses tribus algériennes. Donc, monsieur Zemmour, bienvenue au club de la statistique ethnique dans laquelle vous allez vous retrouver parmi les musulmans, et on vous posera la question notamment du voile, sur lequel on dira tout à l'heure un mot en dehors de cette émission, puisque le voile est fait pour voiler, et les femmes qui portent en France le voile ne sont pas voilées, elles portent à la limite un foulard, mais on y reviendra. Alors, la question, elles viennent. Les Français donc considère, cher Christophe, que statistiquement, que 55% sont favorables aux statistiques. Et la première surprise, monsieur Cros nous y répondra peut-être, c'est qu'en gros, entre 80 et 90% des gens de droite et d'extrême droite sont pour, et que 30% uniquement des gens de gauche sont contre. Donc, première question, cher monsieur Cros. Après ce rappel donc historique, l'IFOP donc a produit au moins ces 17 sondages donc dans lequel il y a le mot musulman. Comment expliquer que votre institut arrive aujourd'hui à réaliser ces statistiques dites ethniques là où tout le monde dit que la Constitution interdit? C'est pas du tout des statistiques ethniques, hein, c'est des enquêtes d'opinion sur les pratiques religieuses. L'IFOP, on est le premier institut, on a été créé en 1938, et on interroge notamment les pratiques religieuses des catholiques depuis près de 70 ans. Il n'y a pas de raison qu'on fait aussi ça auprès des juifs, des protestants, il n'y a pas de raison qu'on fasse une exception pour les musulmans. Je vous rappelle que l'islam étant une religion, on peut être de toutes les couleurs et croire en cette religion, donc il n'y a pas de dimension ethnique ou raciale là-dedans. Deuxièmement, on est sur une étude dans laquelle on recense une opinion, des attitudes déclarées. Donc il n'y a pas de fichier comme peut le faire monsieur Ménard, où on note à côté d'un nom l'origine pseudo-religieuse de la personne. Vous voyez? Donc nous on respecte les règles de notre métier dans ce type d'enquête, tout simplement. Mais quand quelqu'un aujourd'hui dans l'ambiance actuelle, donc vous prenez un échantillon national, est-ce qu'à certains moments, parmi les questions secondaires qui tombent dans votre sondage, vous dites, reconnaissez-vous d'être de culture juive, musulmane et autres? Non, pas du tout, non. En fait, on pose la question de l'affiliation à une religion. Hein. Diriez-vous que vous êtes catholique, protestant, juif, musulman, sans religion? Et on demande éventuellement aussi aux personnes qui nous disent qu'ils sont pas musulmans, si par hasard ils n'auraient pas un père ou une mère de religion musulmane. Et comme ça, on a pu constituer cet échantillon au sein d'un échantillon beaucoup plus large de 16 000 personnes. C'est de loin
et depuis 50 ans, l'étude la plus vaste qui ait jamais été réalisée en France pour mesurer la proportion de musulmans sur le territoire métropolitain. Et grâce à ça, on a réussi à sortir un chiffre assez fiable de 5,6% de personnes se disant de confession musulmane. Et il y a également 1% de Français qui disent qu'ils sont non pas de confession musulmane, mais qu'ils ont au moins un de leurs parents qui est de religion musulmane. Monsieur Cross, si je retire mon mot ethnique pour le remplacer de citoyen de confession 2, est-ce que je suis en violation de la Constitution ? Non, en fait, il est totalement possible de poser des questions, y compris d'ailleurs sur la race ou la religion. L'arsenal juridique, il concerne pas seulement l'origine ethnique ou la couleur de peau. Il concerne aussi les opinions philosophiques, politiques et religieuses, puisqu'en France on considère que les opinions religieuses sont comme des opinions philosophiques, que les opinions philosophiques sont comme des opinions politiques. Or, toutes les semaines, tous les instituts de sondage demandent aux Français quelles sont leurs opinions politiques, pour qui ils ont voté aux dernières élections présidentielles et pour qui ils vont voter à la prochaine. Donc en fait, c'est tout simplement un sorte de contrôle qu'on doit réaliser pour éviter de constituer des fichiers spécifiques où là on noterait, comme le fait Monsieur Ménard, à côté d'un nom, sa religion. Ça, naturellement, on l'a pas fait dans cette enquête. Et jusque-là, la CNIL n'est jamais intervenue auprès de l'IFOP pour dire, attention, vous êtes, comme disent les francophones de souche, borderline. Mais en fait, en quoi on serait borderline, puisque on respecte les règles qui sont imposées par notre éthique professionnelle et par la CNIL. D'accord. Deuxième question, cher monsieur Cross. Le sujet qui font l'objet donc de vos enquêtes, je vais retirer aussi le mot sondage, sont divers et variés, et ils vont aller de la pratique religieuse à la politique tout court, donc au vote musulman notamment pendant les élections présidentielles, mais aussi à la construction des mosquées et des minarets, mais aussi au mode de rencontre chez les musulmans de France en vue du mariage. Qui décide de ces choix qui portent en définitive toutes sur les questions de société? Dans certains hommes politiques, on a cité Ménard, on ne va pas en citer d'autres, se régalent à longueur de meeting. Alors en fait, il faut distinguer deux types d'études. Les études sur l'image des musulmans et de l'islam auprès de l'ensemble des Français, oui. Voyez, oui. Et les études uniquement auprès des musulmans vivant sur le territoire français. Et nous, à l'IFOP, on est le premier institut, on l'a fait en 1989, à avoir fait la première enquête auprès des musulmans. Et depuis, on a gardé cette expertise et cette connaissance quasiment unique de cette population dans le cadre d'enquêtes régulières. Et cette année, donc, on a fait une enquête d'envergure exceptionnelle qui nous permet vraiment d'avoir des statistiques assez solides et qu'il faut un petit peu distinguer des enquêtes précédentes qui ne reposaient pas en gros sur un dispositif méthodologique et technique aussi fiable. Voilà. Mais dans tous les cas, ces enquêtes étaient déjà très intéressantes et instructives, et dans le cadre de ces données, on a pu observer des évolutions sur tout un ensemble de domaines. Après, bien sûr, on a fait aussi des enquêtes sur la consommation de halal, sur l'attrait pour la finance islamique, sur les sites de rencontres communautaires, etc. C'est des enquêtes très variées. Ça peut être un site de rencontre, ça peut être une banque qui nous commande ça peut être un organisme professionnel spécialisé dans le halal. Donc en fait, nous, l'IFOP, on est un institut qui répondons à une demande d'un commanditaire, tout simplement. Alors, si je rappelle, donc vous avez beaucoup parlé de beaucoup plus d'enquêtes ou de sondages. Moi, quand je dis 17 que j'ai trouvé sur votre site, à partir de 2009, mais comme vous venez de nous dire que vous en aviez déjà fait avant, donc je pense qu'il y a une multitude d'autres enquêtes et sondages qui doivent apparaître. Pour rebondir sur votre mot évolution, donc ces différentes enquêtes, encore une fois pas sondage, qui courent de 2009 à ce jour, pour vous, quelle évolution vous y voyez sur la place des musulmans de France? Et la question qui intéressera le plus nos auditeurs, c'est est-ce que pour vous l'image des musulmans et de l'islam en France depuis au moins 2009 stagne, s'améliore ou se dégrade? Alors, l'image auprès de l'ensemble des Français s'est nettement détériorée
depuis 2001 déjà, qui a été déjà un choc. Et puis ensuite, on a eu le développement des attentats, d'abord dans d'autres pays européens comme l'Espagne ou la Grande-Bretagne, et puis maintenant en France depuis au moins 2 ans. Donc il y a naturellement un raidissement de l'opinion publique dans son rapport aux musulmans, comme vous l'observez dans le cadre d'une myriade d'enquêtes, que ce soit l'IFOP ou nos confrères, qui là réalisent auprès de l'ensemble des Français des questions diverses et variées sur ces sujets. Voilà, donc je vous poserai pas de questions, cher monsieur, sur le contenu même. On les posera à monsieur El Karoui quand on le recevra sur comment lui il voit le contenu du rapport. Mais je vous remercie encore une fois. Et est-ce que, j'allais dire, il y a quelque chose à dire quand on est un institut et qu'on est saisi par les uns et les autres? Et je vais vous poser une question brute. Demain, une institution, le CFCM, s'approcherait de l'IFOP pour dire je voudrais connaître qui sont, les personnes que je représenter, quelles sont les personnes qui sont les auditeurs de ma radio, quels sont les gens qui consomment chez moi à Auchan ou à Carrefour, je fais un peu de publicité. Comment ça se passe dans la pratique? Le premier jour, on vous appelle, comment ça se passe? Concrètement, il y a plusieurs règles à respecter. Tout d'abord, il faut distinguer totalement le fichier de données du fichier de réponse, c'est-à-dire que les réponses que vous avez données à cette enquête, on ne pourra pas vous retrouver votre numéro de téléphone, votre adresse, votre prénom ou votre nom. Donc c'est complètement impossible, c'est quelque chose qu'il faut veiller. Ensuite, il faut prévenir et recevoir l'assentiment verbal et clair du répondant en lui expliquant qu'on va aborder des sujets particuliers qui sont la religion, ses opinions philosophiques, politiques, etc. Et ensuite, il faut aussi lui laisser la possibilité à n'importe quel moment de l'enquête de ne pas répondre à une question qui pourrait lui paraître gênante. C'est notamment ce genre de précautions juridiques qu'on a mis en place dans cette enquête et qu'on pourrait aussi mettre en place dans le cadre d'une enquête, par exemple commandée par le CFCM ou par n'importe quelle entreprise qui serait intéressée par une enquête auprès des musulmans. Donc moi je suis futur client de l'Institut IFOP, j'arrive et j'amène mes 50 questions qui m'intéressent. Est-ce que vous les prenez en brut, tel quel, ou est-ce que vous dites non, pas du tout. Monsieur El Karoui, pour vous en parler, on a fait de nombreux allers-retours dans le cadre de cette enquête. On doit naturellement vérifier qu'elles vont pas heurter la sensibilité des gens, qu'elles ont un intérêt statistique, qu'on peut éventuellement les comparer avec l'ensemble des Français. Ce qu'on a fait, la plupart des questions nous permettent de voir un petit peu comment les musulmans se situent par rapport à l'ensemble de la population française ou par rapport aux enquêtes qu'on avait faites auprès des musulmans dans le passé ou auprès des catholiques par exemple ou d'autres minorités religieuses ou même des enquêtes qui ont été réalisées auprès des musulmans en Grande-Bretagne ou en Allemagne par exemple. Voilà. Ensuite on teste ces questions auprès dans le cadre d'un pilote auprès d'un certain nombre de musulmans pour voir si ils comprennent bien les questions, si les termes sont assez clairs pour eux et s'il n'y a pas de malentendu dans leurs réponses. 2 questions peut-être, ou une question globale sur la méthodologie pour ce rapport un islam français est possible. Il y a indiqué donc le salafisme en général, et après vous avez une répartition les salafistes puristes, les salafistes politiques, les salafistes djihadistes. Est-ce que c'est l'Institut IFOP qui fait ce travail de tri, ou est-ce que c'est celui qui commande, c'est-à-dire l'Institut Montaigne? Et je complète la même chose parce que la réponse doit être globale. On trouve par exemple en termes de communication l'islam sur Twitter, sur Instagram, sur Snapchat, mais on trouve pas, ou sur le web, mais on trouve pas l'islam dans les radios dites communautaires. Qui fait ces choix? Je comprends pas exactement votre question. En tout cas, ce travail, c'est un travail en commun qu'on a fait naturellement dans la typologie des différents groupes de répondants dans le cadre de cette enquête, mais je comprends pas la seconde partie de votre question en fait. Je vais la résumer autrement. En clair, on voit l'islam dans l'audiovisuel, dans la communication, en gros. Mais dans les sous-chapitres, on voit pas la présence d'islam dans les radios communautaires. Il y en a 4 nationales, il y en a une dizaine sur tout le territoire. Et peut-être que l'islam traité dans les radios communautaires, quand ça parle d'islam, n'est pas la même chose que le web ou que le Twitter. Oui, sans doute. Probablement. En tout cas, il y a des données, il y a quelques données dans l'enquête sur les modalités d'information des musulmans sur
essentiellement liées à la religion, vous voyez. Oui, oui, tout à fait. L'enquête n'a pas abordé des sujets particulièrement politiques ou autres. L'idée, c'était notamment de mesurer, en gros, les opinions religieuses, les pratiques religieuses, l'engagement associatif en lien avec l'islam, les attitudes sociales et politiques, mais il n'y avait pas d'études sur les pratiques informatives au sens strict et détaillées des musulmans. Non, mais ma question plus claire, on parle bien comment on parle de l'islam sur Twitter. Il manquerait, à mon sens, en tant que journaliste et donc participant à cette radio, il n'y a pas l'islam dans les médias communautaires, qui reste quand même celle qui annonce le début du Ramadan, la fin du Ramadan. C'est un choix éditorial, de réflexion, où il n'y a pas assez d'éléments peut-être pour agréger. Alors, écoutez, là-dessus, je vous laisse vraiment, libre de mon commentaire. Avec l'Institut Montaigne pour discuter du fond de l'enquête. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Voilà. En tout cas, je vous remercie encore une fois d'avoir répondu. Et vous le savez maintenant, chaque fois que vous publierez quelque chose sur ce genre, nous sommes preneurs de vos interventions, de vos explications, qui peuvent aussi permettre à beaucoup d'auditeurs d'aller lire un peu plus ce que vous produisez dans ce travail-là et dans tous les autres travaux que vous faites, notamment pour les élections. Merci, Monsieur Croce, merci beaucoup. Plaisir. À bientôt, au revoir.